Mes chers amis, vous êtes-vous déjà demandé ce qui tisse les liens d'une véritable famille? Sont-ce les liens du sang, froids et indiscutables, inscrits sur un acte de naissance? Ou est-ce l'amour, cet amour patient, forgé au fil des années, des tempêtes et des soleils partagés? L'histoire que je vais vous confier ce soir n'est pas un conte de fées. C'est une tranche de vie brute et puissante où une simple question peut faire voler en éclats 10 à 8 années de paix. Qui sont les vrais parents? C'est un voyage au cœur des choix, des sacrifices et d'une vérité profonde. Celui qui vous donne la vie vous offre votre corps, mais celui qui vous élève, mes amis, celui-là vous donne votre âme. Si ce récit touche votre cœur, je vous invite à vous abonner et à me laisser un petit mot en commentaire. Dites-moi quel âge vous avez et de quel coin du monde vous m'écoutez. Chaque message est une preuve que la famille, la vraie, ne se définit pas par le sang, mais se bâtit sur des choix et un amour qui ne connaît pas de frontières. Sur les rives majestueuses du lac Léman, dans le petit village de Belle-Rive, blotti à l'abri du monde par des collines boisées et de fiers sapins, vivait un vieil homme solitaire nommé Jean. Sa maison, une modeste bâtisse de pêcheur, se tenait à quelques pas de l'étendue d'eau, là où l'hiver la bise souffle si fort que même les murs semblent gémir sous sa morsure. Jean avait passé sa vie entière ici. Au bord de ce lac qu'il considérait comme un être vivant, un ami, une source de vie, mais aussi parfois un juge impitoyable. Il était né dans ce village, fils et petit-fils de pêcheurs. Dans sa jeunesse, il avait servi dans le nord, il avait vu les grandes villes, mais il avait toujours su qu'il reviendrait ici, sur les bords de son lac. Après avoir perdu sa femme, puis son fils unique, il était resté seul. Les gens du village respectaient Jean, non pas pour ses mots qui étaient rares, mais pour ses mains, aussi solides qu'une rame, pour ses yeux qui reflétaient toutes les couleurs du ciel et de l'eau, et pour sa bonté silencieuse. Un matin de janvier, alors que le thermomètre affichait des températures glaciales, Jean se réveilla avant l'aube. Il se préparait à sortir sur le lac gelé, à percer un trou dans la glace pour tenter sa chance à la pêche. Tout était prêt, comme chaque jour. La bouilloire sur le poêle, ses moufles usées, son traîneau chargé, sa tarière bien affûtée. Dans la pénombre, il se dirigea vers sa vieille barque, amarrée près du rivage, qu'il utilisait en hiver comme une remise. Mais en l'ouvrant, il s'arrêta net. À l'intérieur, parmi les cordages, les filets et les seaux vides, se trouvaient 2 petits paquets. D'abord, il crut que quelqu'un avait abandonné des sacs, puis l'un d'eux bougea. De ses mains tremblantes, il défit la couverture et découvrit un bébé, une petite fille aux joues roses et aux poings serrés. À côté d'elle, un garçonnet au regard sombre et attentif, les yeux grands ouverts. Tous deux étaient bien emmitouflés dans des langes de laine. Le visage de la fillette dépassait à peine, tandis que le garçon remuait ses lèvres sans un bruit. L'espace d'un instant, Jean crut devenir fou. Il tendit l'oreille. Les bébés respiraient. Pas de lettres, pas de panier, aucune trace de pas autour de la barque, seulement la neige, balayée par la récente tempête. Le vieil homme se retourna, regarda la forêt, les maisons au loin, mais tout était silencieux, comme si le lac lui-même avait décidé de lui faire cet étrange cadeau. Il ne se posa aucune question, aucun doute. Il prit les 2 bébés dans ses bras, les serra contre lui, sentant leurs petits corps frissonner de froid, et les emporta chez lui. Là, sur son vieux lit, il les emmitoufla davantage, attisa le feu dans le poêle et fit tiédir un peu de lait. Il lui en restait de la dernière visite de l'épicier du village. Il fit tout cela en silence, sans réfléchir, comme si tout était écrit. Certains se demanderaient pourquoi un vieil homme n'a-t-il pas appelé la gendarmerie. Mais voyez-vous, quand on a tout perdu, on ne questionne pas le cadeau que la vie vous dépose au creux des mains. Parfois, le cœur sait des choses que la loi ne pourra jamais comprendre. Les jours passèrent. Les enfants ne tombèrent pas malades. Au contraire, ils se fortifiaient. La fille souriait souvent. Le garçon regardait tout autour de lui comme pour essayer de comprendre où il était. Jean les nomma Benjamin et Solène. Ils ne savaient pas comment leurs parents biologiques les avaient appelés, et peut-être ne voulaient-ils pas le savoir. Pour lui, une nouvelle vie avait commencé ce matin-là. Au début, les villageois furent surpris. Certains chuchotaient, d'autres soupçonnaient le vieil homme de cacher quelque chose.
Il y en eut même pour suggérer d'alerter les autorités, mais Jean dit simplement « Ce sont les miens, maintenant ». Et il ne donna jamais plus d'explication. Au conseil municipal, les gens se tapotèrent la tempe d'un air dubitatif, puis laissèrent tomber. Les enfants étaient en vie. Dans un endroit comme Bellerive, on ne vit pas avec des papiers, mais avec ce qu'on lit dans le regard des gens et ce qu'on sent dans son cœur. Il voyait que les enfants étaient vivants, au chaud et aimés. Peu être que dans cette folie, il voyait quelque chose de juste, quelque chose que les grandes villes ont oublié depuis longtemps. Le vieil homme ne laissait aucune place au doute sur ses intentions. Ainsi commença leur voyage. L'hiver se retira peu à peu. Au printemps, Jean construisit une balançoire pour les petits devant la maison, et quand l'été arriva, il les emmena à la pêche, d'abord dans des paniers, puis dans ses bras. Quand ils surent marcher, Solène se révéla pleine de vie, avec un rire sonore et têtu. Benjamin, lui, était plus calme, plus observateur. Il pouvait passer de longues heures au bord de l'eau, à jeter des cailloux et à regarder les cercles s'élargir. Les années passèrent. Les enfants devinrent des adolescents. Benjamin tenait de Jean. Il devint réfléchi et réservé. Solène était son opposée, pleine d'entrain, vive, avec un feu dans le cœur. Il partageait un amour sans bornes pour le vieil homme qu'il appelait papy. Pourtant, en grandissant, leurs questions grandissaient aussi. Pour son 16e anniversaire, Solène demanda directement « Papy, c'est-ce de vrai que tu nous as trouvés dans une barque ?» Jean hocha simplement la tête, son silence étant un fardeau plus lourd que n'importe quelle réponse. Cette nuit-là, la question de leurs origines s'installa profondément dans leur cœur, une anxiété silencieuse entre eux. Jean sentait leur regard interrogateur. Il craignait que la vérité ne fasse voler en éclats le monde fragile qu'il avait construit. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Connaissez-vous le sentiment de construire une maison sur une fine couche de glace? On marche doucement, on respire à peine, et on prie pour que l'hiver dure éternellement, parce qu'on sait qu'une seule petite fissure venue du passé suffit à tout faire sombrer. Lors de ces nuits sans sommeil, il ouvrait une vieille malle, touchant les couvertures de laine dans lesquelles ils étaient enveloppés. Il n'avait trouvé aucune note, aucun indice, seulement une petite croix en bois qui était tombée de la couverture de Benjamin, gravée des lettres R et N. Il l'avait cachée, la considérant non pas comme un secret à garder, mais comme le gage du miracle qui l'avait sauvé de sa propre solitude. Il croyait que la famille n'était pas une question d'où l'on vient, mais de ce que l'on devient. Pourtant, il savait qu'un jour viendrait où cela ne leur suffirait plus. Et pourtant, malgré les ombres grandissantes dans leurs esprits, la vie continuait. Jean vivait pour chaque nouveau matin où il entendait leur rire à travers la fenêtre, leurs pas sur le porche, quand l'un d'eux criait depuis la porte « Papy, on est là ». Il savait qu'il n'avait pas seulement trouvé des enfants, il avait trouvé une famille qui lui avait redonné le goût de vivre. Et rien ne laissait présager que très bientôt, une tempête arriverait pour secouer ce havre de paix, une tempête capable de tout détruire sur son passage. Le matin de leur 18e anniversaire, Jean ressentit un sentiment de paix familier. 18 ans, jour pour jour, qui les avait trouvés dans sa barque, et il n'avait jamais regretté sa décision. Il regardait Benjamin réparer les filets de pêche et Solène préparer de la confiture de mûre, convaincu qu'ils étaient la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Mais la paix fut brisée lorsque Benjamin alla chercher le courrier. Posé sur la balustrade, il y avait une enveloppe épaisse, sans timbre ni adresse. Il l'ouvrit et se figea. À l'intérieur, une seule phrase, soigneusement manuscrite à l'encre bleu nuit. « Ils sont à nous, et nous revenons ». La vague tant redoutée venait de s'écraser sur leur rivage. 18 ans de paix, mesdames et messieurs, déchirés par une seule phrase. La forteresse que Jean avait patiemment construite autour de sa petite famille venait de connaître sa première fissure. Serait-elle assez solide pour résister à la tempête qui s'annonçait venue du passé? Il entra dans la maison et tendit silencieusement la lettre à Jean. Le vieil homme la lut une fois, puis une deuxième fois. Le papier tremblait entre ses doigts. Il s'assit sur un tabouret et se voûta, comme si le poids des années était soudainement devenu insupportable. Solène accourut, prit la lettre
et ils la lurent à tour de rôle. Le silence s'abattit, seul le tic-tac de la vieille horloge comtoise et le léger crépitement du feu dans le poêle troublaient l'air. « Qui sont-ils » demanda T.L. Et dans sa voix, il n'y avait ni colère ni détresse, seulement un calme glacial. Jean ne répondit pas. Il regardait le plancher, comme s'il cherchait un sens dans les fissures du bois. Pour la première fois de sa vie, elle le trouva vraiment vieux. Il n'était pas seulement un vieil homme. Il était fatigué, brisé. « Tu sais qui c'est » dit doucement Benjamin. « Sinon, tu ne réagirais pas comme ça. » Le vieil homme leva la tête, regarda les deux jeunes gens et resta longtemps silencieux. Puis, presque dans un murmure, il souffla « Je ne sais pas avec certitude, mais je m'en doute. » Cet aveu résonna plus fort qu'un cri. Une lueur vive s'alluma dans les yeux de Solène. Elle ne posa plus de questions. Pas à ce moment-là. Elle sentait que la vérité n'avait jamais été aussi proche, et maintenant, elle ne reculerait pas. Toute la journée se passa sous le poids de ces mots. Personne ne mangea. Jean resta assis près de la fenêtre, fumant sa pipe, le regard perdu dans le vide. Solène faisait les 100 pas dans la maison, incapable de se calmer. Benjamin essayait de se concentrer sur diverses tâches, mais ses pensées revenaient sans cesse à la lettre. Qui sont ces gens? Pourquoi maintenant? Où ont-ils été pendant ces 10 à 8 années? Quand la nuit tomba et que le ciel devint violet, que le lac, tel un miroir gelé, reflétait la lumière, Solène s'approcha de nouveau de Jean. « Si tu sais quelque chose, dis-le. Pas par peur ou par devoir, mais simplement parce que je suis ta petite fille, ou du moins je l'étais. » Il soupira, son visage semblant refléter toutes les pertes de sa vie. « Quand je vous ai trouvé, commença-t-il lentement, je cherchais une réponse, tout comme vous maintenant. Mais il n'y en avait aucune. Pas de traces, pas de mots, rien. Juste cette petite croix et ses couvertures. Je n'en ai parlé à personne. J'avais peur qu'on vous emmène. Je n'aurais pas pu le supporter. Je n'aurais pas survécu. » Les mots lui coûtaient. Il parlait avec difficulté, comme s'il arrachait chaque syllabe du plus profond de lui-même. Les années ont passé et personne ne cesse de manifester. Je pensais qu'ils étaient morts ou qu'ils vous avaient abandonné. Et maintenant voilà, dit-il en désignant la lettre. Solène hocha la tête. Elle ne le jugeait pas. Mais dans ses yeux, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. La compréhension que le monde était plus grand que leur maison, leur village, leur amour. La nuit fut agitée, le vent se leva. Des nuages couvrirent le ciel. Même les chiens habituellement bruyants se turent. Il semblait que la nature elle-même retenait son souffle en attendant la suite. La lettre gisait sur la table tel un serpent enroulé, silencieux mais prêt à frapper. Quand le matin arriva, Jean fut le premier à se lever. Il alla au bord du lac, s'assit dans la vieille barque et fixa le lointain. Son visage était gelé, mais ses yeux trahissaient la tempête qui faisait rage en lui. Il ne savait pas ce qui allait suivre, mais il sentait que son monde s'effritait de toutes parts et que même l'amour ne suffirait pas à les protéger de ce qui arrivait. Pendant ce temps, Benjamin et Solène se préparaient pour leur journée, mais leurs gestes n'avaient plus leur légèreté d'antan. Ils échangèrent un regard, ni enfantin ni naïf. Dans ses yeux brillait une détermination silencieuse. Quoi qu'il arrive, ils y feraient face ensemble, même si la vérité s'avérait plus lourde qu'ils ne l'avaient imaginé. Le printemps dans le Jura peut être trompeur. On pourrait croire que la glace se fissure, que les ruisseaux coulent, et que l'air emplit les chemins de l'odeur de la terre humide et de la résine de pin. Mais soudain, il peut se remettre à neiger, ou un vent glacial peut se lever, hurlant entre les planches des maisons et chassant le gel dans chaque fissure, comme si un hiver en colère réclamait sa revanche. Ce jour-là, une semaine après avoir reçu la lettre anonyme, tout semblait anormalement calme. Le soleil brillait trop fort, le ciel était trop clair, et le village semblait désert, comme si la nature elle-même retenait son souffle. C'est dans ce silence étrange qu'un bruit sourd déchira l'air, un son inhabituel et intrusif, comme un avion volant à basse altitude. Au début, Jean crut rêver. Il était assis dans la cour réparant une vieille canne à pêche,
quand un rugissement profond et puissant résonna à travers les arbres. Puis une voiture apparut derrière la colline, un grand véhicule utilitaire sport noir et brillant, comme une goutte d'huile sur la neige, avec une plaque d'immatriculation de Paris, le 75. Elle se gara proprement devant le portail. Une portière s'ouvrit et un homme grand et sûr de lui, vêtu d'un manteau sombre, en sortit. Derrière lui, une femme dans un trench-coat gris, avec une coiffure impeccable et un visage fermé. Ils marchaient comme des gens habitués à obtenir ce qu'ils veulent, et ils détonnaient dans cet endroit où tout le monde se connaissait par son nom et sa voix. Jean se leva, le cœur battant comme la première fois qu'il avait rejoint l'armée. Il ne connaissait pas ces visages, mais au fond de lui, il les connaissait déjà. Il ne bougea pas tandis que l'homme s'approchait, enlevait ses gants et hochait la tête sérieusement. « Vous êtes Jean ?» La voix était ferme, sans l'ombre d'une doute. Le vieil homme acquiesça. La femme s'avança, son regard balayant la cour, la maison, les vieux traîneaux appuyés contre le mur. Elle ne dit rien, mais tout était clair dans ses yeux. Tout cela lui semblait étranger, déplaisant, indigne d'elle. « Je m'appelle Michel Dubois, » dit l'homme, « et voici ma femme Élisabeth Richard. Nous venons de Paris. Nous devons vous parler de Benjamin et Solène. » Jean ne répondit pas tout de suite. Il resta simplement là. Puis il se tourna lentement et désigna le porche. « Entrez. » Ils entrèrent dans la maison. Benjamin et Solène étaient au lac, occupés à leurs propres affaires, et seul le chat, roulé en boule près du poêle, leva paresseusement la tête à la vue des étrangers. Michel enleva son manteau, le suspendit soigneusement au dossier d'une chaise et s'assit. Élisabeth resta debout. Il semblait qu'elle ne voulait rien toucher dans cette maison. « Nous savons que vous les avez trouvés il y a 10 à 8 ans, commença Michel, la voix stable, mais ses yeux trahissant une lueur de quelque chose de plus compliqué. À cette époque, la situation était difficile. Nous ne pouvions pas les garder avec nous. » Il marqua une pause, détournant le regard un instant, comme si le souvenir était un manteau lourd dont il ne pouvait se défaire. C'était pour des raisons politiques. Mon père occupait un poste important. Il y avait des menaces crédibles. Nous étions jeunes, terrifiés. Il croisa enfin de nouveau le regard de Jean, une nouvelle couche de résolution endurcie recouvrant son bref moment de vulnérabilité. Les laisser dans cette barque, je sais ce que cela peut paraître. C'était un acte désespéré, mais nous nous sommes assurés qu'ils seraient trouvés par vous. Nous vous avons choisi. Le vieil homme serra les poings. À chaque mot, il sentait la colère monter dans sa poitrine, mêlée à un sentiment d'impuissance. Ces gens parlaient de ces enfants comme d'objets que l'on pouvait abandonner puis récupérer une fois la tempête passée. « Et maintenant, demanda-t-il d'une voix rauque, vous venez pourquoi ?» Élisabeth parla pour la première fois. Sa voix était calme, presque mécanique. « Nous voulons les récupérer. Nous sommes prêts à prouver notre lien. Nous avons des documents, des preuves d'acide désoxyribonucléique, des témoins. Nous ne voulons pas de scandale, mais ce sont nos enfants. Il est temps qu'ils reviennent à Paris. » Jean se leva lentement. Il alla jusqu'au poêle, prit le tisonnier et ajouta une bûche. Il ne les regardait pas. Ils parlaient de loi, de droit, de l'avenir. Mais dans leur voix, je n'entendais que du vide. Ils parlaient d'amour comme si c'était un objet que l'on pouvait ranger et récupérer après 10 à 8 ans. Tout ce que je sais, c'est ceci. Le véritable amour ne vous aurait jamais laissé affronter seul une froide nuit d'hiver. Sa voix n'était qu'un murmure, mais elle avait la dureté de l'acier. Leur maison? Et que pensez-vous qu'il y a ici? Du sable, des planches, du poisson? Croyez-vous que ce sont des valises que l'on peut récupérer à une consigne? Michel se leva à son tour. Nous comprenons votre attachement, mais vous n'êtes pas leur famille, légalement. Émotionnellement peut-être, mais ce n'est pas la question. Ils ont le droit de savoir qui ils sont, et nous exigeons que vous ne vous opposiez pas à leur retour. Jean se retourna. Dans ses yeux brûlait une flamme que les ours et les braconniers avaient déjà rencontrée. Il fit un pas en avant, lentement mais fermement. Vous ne vous en êtes pas soucié pendant 10 à 8 ans. Vous ne les avez pas cherchés. Vous ne les avez pas mentionnés. Et maintenant vous revenez avec des papiers. Pensez-vous que les enfants sont une affaire, que votre retour suffit à tout arranger?
Élisabeth sortit un dossier de son sac et le posa sur la table. « Voici tout ce dont vous avez besoin. Nous leur offrirons une meilleure éducation, un avenir, tout ce qu'ils ne peuvent pas avoir ici. Nous leur offrirons un choix. » C'est à ce moment que Benjamin et Solène apparurent sur le seuil. Ils n'avaient pas entendu toute la conversation, mais ils virent les visages, des visages complètement étrangers. Michel les regarda avec une douceur inattendue. Élisabeth réussit à esquisser un sourire forcé, comme dans une publicité. « Benjamin, Solène, nous sommes vos parents. » Et voilà, la vérité est dite, froide et directe, sans aucun avertissement. Pour Benjamin et Solène, le monde vient de basculer complètement en un seul instant. Ce n'est plus une conversation, mais le début d'une bataille où l'amour et les liens du sang seront pesés l'un contre l'autre. Un silence de mort remplit la pièce. Benjamin fit un pas en avant, comme pour protéger instinctivement sa sœur. Solène regarda Jean. Elle ne dit pas un mot, mais son visage parlait pour elle. Ainsi commença un nouveau chapitre. Un chapitre où le passé revient non pas avec des regrets, mais avec des exigences, où l'amour ne se mesure plus en années, mais en documents, où tout ce qui avait été construit sur la confiance et la chaleur humaine était menacé de destruction par des arguments juridiques et les ambitions de parfaits étrangers. Dans la maison de Jean, le silence après la rencontre dura longtemps. Il n'y eut ni larmes, ni cris, ni éclats, juste la poussière qui retombait lentement après les mots des étrangers venus réclamer leur statut de parents biologiques de Benjamin et Solène. Le frère et la sœur étaient assis dans la cuisine, face à Jean, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en une seule journée. Il tenait dans ses mains le dossier laissé par Michel et Élisabeth. Il ne l'avait pas encore ouvert. Il le serrait simplement très fort, crispant les coins des pages, comme s'il espérait effacer ce qui y était écrit par la seule force de sa volonté. Benjamin rompit le silence. « La première chose à faire, c'est d'écouter, papy, dit-il d'une voix basse, hésitante, presque pour s'excuser, non pas parce qu'on les croit, mais parce qu'on a le droit de savoir. » Solène regardait par la fenêtre, les bras croisés. Elle n'avait aucune envie de participer à ce drame. Une tempête faisait rage dans son cœur. Pendant toutes ces années, elle avait cru que son grand-père était son seul vrai parent. Et puis des gens apparaissaient, se présentant comme son père et sa mère. Des gens qui la regardaient comme une étrangère et lui disaient « Tu es des nôtres ». Le lendemain matin, Michel et Élisabeth revinrent. Ils n'attendirent pas d'être invités et entrèrent dans la maison comme s'ils en étaient les propriétaires. Michel était confiant, mais sans l'arrogance froide du premier jour. Il y avait de la tension dans son regard, même une certaine prudence. Élisabeth, cependant, restait froide. Elle s'assit sans enlever ses gants. « Nous comprenons que c'est un choc, » commença Michel, « et nous ne vous demandons pas de nous croire sur parole. Nous avons apporté des preuves, des documents, des actes de naissance, des résultats d'acide désoxyribonucléique. Tout est officiel. Nous sommes prêts à entreprendre toutes les démarches nécessaires. Ce n'est pas une question de doute. C'est une question de temps. » Jean resta silencieux. Il ne les regardait pas. Son regard était perdu dans le vide, comme s'il avait quitté la pièce, laissant son corps décider de la suite. Benjamin hocha la tête. « Nous ne nions pas l'évidence. Mais il y a une différence entre la biologie et une vie. » Pour la première fois, Élisabeth montra une émotion, un sourire sarcastique. « Vous appelez ça une vie ? Un village au bout du monde. Pas d'éducation, pas d'avenir. Nous parlons de Paris, des meilleures universités, d'un avenir que vous méritez. Nous ne sommes pas venus pour vous reprendre. Nous sommes venus réclamer ce qui nous appartient. » « Ce qui est à vous ?» répéta Solène, en se tournant brusquement. « Nous ne sommes pas des objets, ni des livres, ni des voitures. Nous ne vous appartenons pas. On nous a laissés comme des sacs oubliés. Et maintenant, 10 à 8 ans plus tard, vous revenez pour ce qui est à vous ? Pourquoi faire ?» Michel laissa échapper un profond soupir. « Parce que nous n'avons plus peur. À l'époque, il y a 10 à 8 ans, il y avait une menace. Je travaillais avec des gens impliqués dans des affaires louches. S'ils avaient su votre existence, ils vous auraient utilisé, manipulé. Nous ne pouvions pas vous protéger. C'était notre décision. Une erreur peut être, mais dictée par la peur. Et maintenant, soudainement, vous êtes courageux, » la voix de Solène tremblait. « Et vous pensez que vous pouvez simplement entrer et dire « Nous sommes vos parents ?» Ce n'est pas seulement une question de courage, dit Michel. « Mon père est mort.
Avec lui, les menaces ont disparu. Seule la culpabilité reste. Nous vous avons cherché quand la situation est devenue sûre. Avant, c'était impossible. Maintenant, nous le pouvons. » Benjamin resta silencieux un long moment. Puis il se leva, fit quelques pas dans la pièce, et, s'arrêtant près du poêle, déclara « C'est pratique, n'est-ce pas? Quand il n'y a plus de danger, quand tout est en ordre, quand on peut faire ce qui est juste, mais nous ne vous connaissons pas. » Il fit un geste du menton vers Jean. « Nous n'avions que lui, et ça suffisait. » Élisabeth se leva. « Vous devez au moins essayer. Nous ne vous demandons pas de l'oublier, mais nous sommes vos parents. Nous pouvons vous offrir plus. C'est un fait. » Jean leva la tête. Sa voix était sèche et rauque, comme s'il parlait à travers du sable. « Plus? Qu'est-ce qui est plus? L'argent? La ville? Un nom? Je leur ai donné de l'amour, du respect, de l'honnêteté. Je leur ai appris à travailler, à ne pas voler, à ne pas mentir. Et vous? Que leur offrirez-vous » Michel ne répondit pas immédiatement. Il regarda Élisabeth. Elle hocha imperceptiblement la tête. « Des possibilités. Nous leur donnerons des opportunités. Vous le savez vous-même, vous vieillissez. Combien de temps encore pourrez-vous vous occuper d'eux? Laissez-les décider par eux-mêmes. Vous ne devriez pas les retenir. » C'est à ce moment que Jean craqua. Il se leva lentement, péniblement, comme si chaque os de son corps lui faisait mal. Il alla jusqu'à la porte, l'ouvrit et dit sans se retourner « Partez, laissez-les réfléchir sans vous. » Michel voulut protester, mais Élisabeth posa une main sur son épaule. Ils partirent en silence. La porte claqua. Le silence retomba sur la maison. Benjamin alla vers son grand-père et posa une main sur son épaule. « Nous ne partirons pas. C'est notre vie, pas la leur. » Solène s'assit à côté de lui et enlaça Jean. Elle ne pleurait pas, mais ses yeux brillaient d'une profonde tristesse, celle qui n'apparaît pas soudainement. C'est une tristesse qui s'accumule au fil des ans, comme la rouille sur un vieux navire, jusqu'à ce qu'un jour, elle le brise complètement. Le passé dont il n'avait jamais osé rêver n'était pas une légende, un conte de fées ou une histoire héroïque, mais une réalité grise et banale, faite de peur, de calculs et de décisions pratiques. Et maintenant, il devait choisir. Retourner à ce passé ou rester dans le présent, un présent construit non pas sur des promesses, mais sur des actes. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrivée de Michel et Élisabeth à Bellerive. Leur présence se faisait sentir même lorsqu'ils n'étaient pas près de la maison de Jean, dans un petit village. Les nouvelles voyagent plus vite que le vent sur le lac. Maintenant, tout le monde savait qui étaient ces gens, pourquoi ils étaient venus et quels mots avaient été échangés derrière les portes closes. Certains regardaient le vieil homme avec pitié, d'autres jetaient des regards inquiets à Benjamin et Solène, comme s'ils prévoyaient déjà une fin où celui qui les avait élevés perdrait face à ceux qui revenaient avec des droits. Michel et Élisabeth s'étaient installés temporairement dans un hôtel à la périphérie du village. Malgré l'environnement, ils n'avaient changé ni leur style ni leur manière. Chaque jour, à une heure précise, ils apparaissaient devant la maison de Jean et attendaient au portail, même si personne ne les avait invités. Cette attente devenait de plus en plus tendue, comme si une impatience croissante, frôlant l'irritation, grandissait également en eux. Durant ces jours, Jean quittait rarement sa maison. Il mangeait peu et dormait à peine. Son regard était devenu terne, ses gestes plus lents. Lui qui avait toujours été un pilier semblait maintenant un arbre rongé par la maladie, encore fort en apparence, mais déjà brisé à l'intérieur. Il sentait que tout ce qu'il avait construit au cours des 10 à 8 dernières années s'effondrait sous son toit, et qu'il ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Benjamin parlait de moins en moins. Il s'était replié sur lui-même, passant des heures au bord du lac, contemplant l'eau comme s'il attendait que le lac Léman, gardien de tant de secrets, lui montre le chemin à suivre. Solène, au contraire, ne tenait pas en place. Elle se disputait, se mettait en colère, exigeait des explications de Michel et Élisabeth et demandait de la détermination à Benjamin. La tempête en elle ne faisait que grandir, sans qu'elle sache où la diriger. Le 8e jour de leur visite, Michel ne vint pas seul. Il était accompagné d'un homme en costume, un avocat. Il se présenta. Ils entrèrent dans la maison sans y être invités.
Élisabeth les rejoignit peu après. Elle s'assit près de la fenêtre, sortit son téléphone et se mit à filmer sans se cacher l'intérieur de la maison, puis Jean lui-même. « Nous ne sommes pas venus pour menacer », commença l'avocat en consultant ses documents. « Nous sommes ici pour rétablir la vérité. Nous avons la preuve de la filiation. Selon la loi, nous avons tout à fait le droit de demander le rétablissement des liens familiaux et de réclamer la garde. » Ces mots tombèrent comme un coup de marteau. Jean faillit laisser tomber la tasse qu'il tenait. Il tourna lentement la tête vers Michel, qui semblait attendre cette réaction. « Vous voulez les prendre ?» murmura-t-il d'une voix faible. « Les prendre comme un sac au vestiaire ?» Michel soupira et fit un pas en avant. « Nous ne voulons pas de conflit, mais ce sont nos enfants. C'est une réalité médicale, légale et finalement morale. Ils devraient vivre avec nous à Paris, y étudier et y prospérer. Il n'y a pas d'avenir pour eux ici. Et moi, alors ?» La voix du vieil homme tremblait. « Rien. 18 ans et rien. Toutes les maladies, les peurs, les joies, ça ne compte pas. » L'avocat resta impassible. « Nous reconnaissons votre rôle. Mais la loi ne tient pas compte des émotions. Si les enfants sont d'accord, vous ne pourrez pas les retenir. De plus, nous vous demandons de ne pas interférer ni de faire obstruction. » Élisabeth leva la tête. « Nous exigeons que vous restiez à l'écart. Une fois qu'ils seront transférés, vous couperez tout contact. Ce sera mieux pour eux et pour vous aussi. » Benjamin et Solène, qui étaient restés à la porte, ne purent le supporter plus longtemps. Benjamin s'avança. « Que signifie cesser tout contact ? Il est notre grand-père. Il ne représente rien pour vous, répondit Élisabeth. Psychologiquement, légalement, rien. Nous sommes vos vrais parents. Il n'était qu'une figure de passage. Une figure de passage. Y a-t-il une plus grande douleur que de voir 10 à 8 ans d'amour, de sacrifice et de soins balayés par une phrase aussi cruelle ? C'est le moment où la frontière entre le bien et le mal, entre la loi et l'humanité, devient la plus fragile, et le choix repose désormais entièrement sur les deux enfants. Solène se précipita vers elle, s'arrêtant à un pas. « Il n'est pas un passager. Il est le seul qui a toujours été là pour nous. Celui qui n'a pas fui, qui ne s'est pas caché derrière la peur, qui nous a relevés quand nous sommes tombés. Ce qu'il reste maintenant, ce sont juste des gens qui croient soudainement avoir des droits. » Michel intervint. « Nous comprenons votre douleur, mais je le répète, il ne s'agit pas d'émotion. Vous êtes grand. C'est à vous de décider maintenant. Nous vous offrons ce que vous n'avez pas ici, des opportunités, de large, la sécurité et surtout un endroit où vous pourrez enfin être vous-même. » Benjamin secoua la tête. « Je suis déjà moi-même. Je suis celui qui a grandi ici. Je ne suis pas le produit d'un appartement parisien et de silence confortable. » Jean se leva. Il s'appuya sur la chaise, mais une nouvelle fermeté s'empara de sa posture. « Je ne peux pas vous interdire de partir. Je ne peux pas vous forcer à rester, mais si vous partez, » il regarda Benjamin et Solène. « Sachez que la porte vous restera toujours ouverte. Mais oubliez ceux qui ont dit que vous n'étiez que des objets. Vous ne leur appartenez pas. Vous vous appartenez à vous-même. Vous êtes devenus ce que vous êtes par vous-même. » Élisabeth ferma son dossier avec colère. « Nous reviendrons demain et nous attendons une réponse. Sinon, nous serons obligés d'agir différemment. » Au tribunal. Ils partirent, laissant derrière eux un vide glacial. Le silence s'abattit sur la maison. Benjamin alla vers son grand-père et le serra dans ses bras sans un mot. Solène regarda par la fenêtre. Il n'y avait pas de larmes dans ses yeux, seulement de la fureur et de la détermination. Cette nuit fut la plus longue de leur vie. Pour la première fois, une famille construite non sur le sang, mais sur le choix, sur l'amour et sur le travail quotidien, était confrontée à la menace de se briser. Non pas par une tempête, ni par la mort, mais par une exigence froide, légalement impeccable, mais complètement sans âme. Et maintenant, le choix revenait à ceux qui avaient grandi dans l'amour, mais qui étaient maintenant confrontés à son absence. Le matin se leva tôt, comme toujours, mais l'air dans la maison n'était plus le même. Le soleil se levait lentement sur le lac Léman, projetant de longues ombres sur les murs et les fenêtres givrées. Les bruits, le clapotis de l'eau, le craquement du plancher,
Le crépitement du poêle semblait familier, mais n'était plus réconfortant. Il y avait un sentiment de malaise dans la maison qu'aucune tasse de thé chaud ou couverture chaude ne pouvait dissiper. Benjamin et Solène étaient assis à la table de la cuisine en silence, regardant le dossier de documents qui avait été laissé. Jean ne les quittait pas des yeux. Il n'intervenait pas. Il attendait comme toujours. Benjamin fut le premier à rompre le silence. Sa voix était calme, presque dépourvue d'émotion, mais chaque mot résonnait comme une douleur sourde dans sa poitrine. Nous devons réfléchir. Non pas parce que nous voulons partir, mais parce que nous ne pouvons pas nous empêcher d'y penser. C'est notre vie, et elle a changé, que nous le voulions ou non. Solène regardait toujours par la fenêtre. Son visage était figé. À l'intérieur, il y avait un ouragan de sentiments, mais à l'extérieur, tout était calme. « Tu penses qu'ils ont quelque chose que nous n'avons pas ?» demanda T.L. sans tourner la tête. Benjamin ne répondit pas tout de suite. Il porta la tasse à ses lèvres, mais n'en but pas. « Je ne sais pas. Peut être une ville, une université, un travail, des opportunités dont nous n'avons fait que lire. Peut être qu'il y a un autre monde. Et peut être que nous devrions le découvrir. » Solène se tourna brusquement, les yeux brillants. « Voir n'est-ce pas partir. Ils veulent que nous oublions qui nous sommes, que nous renoncions à notre grand-père, à notre vie, à nous-mêmes. »« Ils n'ont pas dit d'oublier, répondit-il doucement. Ils ont dit d'aller de l'avant. »« Aller de l'avant. » Solène bondit sur ses pieds. « Jean nous a tout donné à partir de rien. Quand nous avions froid, il nous a réchauffés. Quand nous étions malades, il nous a veillés. Quand nous avions peur, il n'a pas demandé pourquoi. Il est juste resté à nos côtés. Ce n'est pas aller de l'avant. Ça s'appelle une trahison. » Jean posa une main sur son épaule. Sa voix était calme, comme un lac qui avait retrouvé la paix après une tempête. « Ce n'est pas une trahison. C'est une décision et c'est à vous de la prendre. Je ne peux pas vous retenir. Je ne dois pas. Jay fait ce que j'ai pu. Le reste dépend de vous. » Solène le regarda avec désespoir. « Et tu vas simplement nous laisser partir comme ça ?» Il lui sourit. Ce triste et vieux sourire d'un homme qui a trop vu pour ignorer les dures réalités de la vie. « Je vous laisserai partir si c'est ce qu'il faut. Je ne vous arrêterai pas. Je suis là tant que je le pourrai. » Benjamin se rassit, la tête baissée. Une lutte faisait rage en lui. Il ne rêvait pas de luxe, mais il avait toujours été fasciné par les livres et en réalité par les histoires. Il voulait voir ce qu'il y avait au-delà du village, et maintenant cette opportunité était là, réelle, palpable, mais le prix à payer était beaucoup plus élevé qu'il ne l'avait imaginé. Solène alla à la fenêtre. Dehors, le vent dégageait lentement les nuages. Elle vit le même véhicule utilitaire sport noir garé de nouveau devant le portail. Michel et Elisabeth n'étaient pas entrés. Ils attendaient, sereins, comme des chasseurs sûrs que leur proie viendrait d'elle-même. « Je n'y vais pas, » dit-elle fermement. « Il ne représente rien pour moi. Même si nous avons le même sang, le sang ne fait pas une famille. Je reste. » Benjamin ne répondit pas. Il se leva, alla vers Jean, le serra dans ses bras, puis se rassit. « Je ne veux pas te perdre, mais je dois comprendre qui je suis. Peut être que je suis naïf, peut être que je me trompe, mais je ne peux pas vivre sans savoir. » Jean hocha la tête. Il n'essaya jamais de convaincre. Il accepta. Solène se tourna vers son frère. « Tu penses que tu te trouveras entouré de gens qui se présentent avec des avocats et des papiers, comme si nous étions un projet commercial ? Je pense que la vérité est toujours en mouvement. Je dois essayer, mais je n'arrêterai jamais d'être ton frère. Je n'arrêterai jamais d'aimer notre grand-père. J'ai juste besoin de faire ça. » Finalement, des larmes montèrent aux yeux de Solène. Elle ne les essuya pas. Elle les laissa couler comme la neige qui fond sous le soleil. « Alors vas-y, mais ne t'attends pas à ce que je t'attende si tu changes d'avis. » Ces mots semblaient durs, mais Jean comprit. C'était sa façon de se protéger, d'exprimer sa douleur par des phrases dures. Benjamin hocha la tête. Il ne la blâmait pas. Il ne se blâmait pas non plus. Il savait juste qu'il n'y avait pas d'autre moyen. 1 heure plus tard, il quitta la maison. Michel ouvrit la portière de la voiture et Benjamin monta sans se retourner. C'est peut être le moment le plus douloureux quand une famille est déchirée non par la haine mais par une seule question.
Qui suis-je » Jean ne l'arrêta pas parce qu'il comprenait que parfois, il faut quitter la maison pour savoir ce que la maison signifie vraiment. Mais Benjamin trouvera-t-il la réponse qu'il cherche, ou y a-t-il une vérité plus dure qui l'attend? Il ne se retourna pas. Non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce qu'il ne le pouvait pas. Alors que Solène se tenait sur les marches, les lèvres tremblantes, Jean vint et la prit dans ses bras. Ses mains étaient froides, mais dans son étreinte, il y avait une chaleur qu'elle n'oublierait jamais. Comment peux-tu garder un oiseau quand il veut voler? Le véritable amour n'est pas une cage, mais un ciel ouvert. Mon cœur se brisait en le regardant s'éloigner, mais je savais que le laisser trouver sa propre vérité était l'acte d'amour le plus profond qu'un grand-père puisse montrer. « Il reviendra, » murmura le vieil homme, « où tu resteras. » Et c'est aussi important. La voiture disparut au tournant. Le silence retomba sur le lac Léman, mais ce n'était plus le même silence. C'était le silence après une rupture. Le silence du choix. Le silence dans lequel le cœur de Jean se brisait mais ne cédait pas. Lorsque le grand véhicule noir disparut au tournant, ce n'était pas seulement Benjamin qui était parti, mais une partie de la vie que Solène et Jean avaient patiemment construite au fil de toutes ces années. La maison, autrefois remplie de rires, de mouvements, de conversations au dîner et de rituels matinaux, devint soudainement à moitié vide. Même les sons changèrent. Les pas de Solène résonnaient plus fort. Le silence entre les tic-tac de l'horloge était sourd, presque oppressant. Jean marchait lentement, comme s'il craignait de perturber le fragile équilibre qui restait. Depuis le départ de son frère, Solène parlait à peine. Elle se levait tôt comme toujours, nourrissait les poules, allumait le poêle, faisait le ménage, mais tout cela mécaniquement, sans la flamme du passé. Avant, ses gestes étaient pleins d'énergie et de détermination. Même lorsqu'elle était en colère, elle agissait avec passion. Maintenant, il semblait qu'elle se contentait de suivre les mouvements, évitant tout contact, même avec Jean. Non pas parce qu'elle était en colère contre lui, mais parce qu'elle ne savait pas quoi dire ni comment exprimer la douleur qui la brûlait de l'intérieur. Benjamin n'appelait pas, il n'écrivait pas, pas de lettres, pas de nouvelles. Au début, Solène allait à la boîte aux lettres tous les jours, à heure fixe, le cœur battant, espérant quelque chose, ne serait-ce qu'une carte postale, quelques mots, un signe qu'il ne les avait pas oubliés. Mais la boîte restait vide. Les semaines passèrent en silence. Chaque matin commençait avec de l'espoir. Chaque soir se terminait par une déception. Un jour, elle laissa tomber une tasse, n'en pouvant plus de ce vide. Jean ne dit rien. Il savait que sa douleur ne pouvait être apaisée par des mots. Parfois, il s'asseyait à côté d'elle, sans rien dire, juste là, près du poêle. D'autres fois, il la laissait seule, se dirigeant vers le bord du lac, prétendant vérifier les filets. Il souffrait lui aussi. Il n'avait pas seulement perdu son petit-fils, il avait perdu une partie de lui-même. Mais il était vieux, et il savait que la jeunesse a ses propres guerres et les silences qui les suivent. Après 3 mois, une rumeur se répandit dans le village. Benjamin avait été vu à la télévision. Un habitant a raconté qu'un reportage sur une chaîne nationale montrait un événement caritatif à Paris. Et il mettait en vedette un jeune homme de Bellerive, récemment retrouvé par sa famille après de nombreuses années de séparation. Cela fit mal au cœur de Solène. Elle n'avait pas vu l'émission, n'avait pas entendu un mot, mais le simple fait qu'il apparaisse dans ce contexte, comme s'il appartenait maintenant à une autre vie, comme si elle et son grand-père n'avaient jamais existé, la brisa. Jean apprit la nouvelle plus tard, il ne dit rien. Mais cette nuit-là, il ne se coucha pas. Il s'assit près de la fenêtre, sa pipe à la main, fixant l'obscurité, comme s'il s'attendait à voir Benjamin sortir de l'ombre, comme il le faisait quand il revenait de la pêche. Mais la fenêtre resta vide, et derrière elle, il n'y avait que le vent et quelques étoiles éparses. Pendant ce temps, Élisabeth et Michel entamèrent officiellement la procédure. Ils envoyèrent des lettres à l'administration locale, déclarant qu'ils voulaient récupérer leurs droits parentaux. Jean reçut une notification. Il la lut comme on lit les rêves d'un étranger.
avec une distance impossible à expliquer. Il ne protesta pas et n'avait aucune intention d'aller au tribunal. Il comprenait que toute lutte serait vaine. Mais au fond de lui, il espérait toujours que Benjamin changerait d'avis, qu'il reviendrait de lui-même, sans papier, sans formalité. Solène ne pouvait pas pardonner, pas tant son frère, mais la situation elle-même. Sa rupture avec Benjamin n'avait pas seulement été émotionnelle, elle était devenue une guerre personnelle. Elle sentait que son départ avait brisé leur lien. Elle s'en voulait de ne pas l'avoir convaincu de rester, de ne pas en avoir dit assez, de ne pas l'avoir retenu, de ne pas lui avoir saisi la main au dernier moment. Et maintenant qu'il avait choisi l'autre camp, elle avait pris une décision. Il pouvait revenir, oui, mais plus rien ne serait jamais pareil. Un après-midi, en revenant du village où elle aidait à la bibliothèque, Solène vit une lettre sur la table. Pas de timbre, pas d'adresse de retour, juste une enveloppe comme celle qui avait tout déclenché. Son cœur s'arrêta un instant, elle l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur, un court billet. L'écriture était celle de Benjamin, reconnaissable, nette, légèrement penchée vers la droite. Juste 3 lignes. Solène, je suis désolé. Je ne sais plus qui je suis, mais chaque jour, quand je ferme les yeux, je te vois. Je n'ai pas oublié. Ces mots furent comme un coup de feu. Elle froissa le papier, le déplia, puis le froissa de nouveau. Elle ne pleura pas, mais quelque chose se brisa en elle. Non pas de tristesse, mais parce que l'espoir venait de renaître mince, fragile, comme la fine couche de glace sur les plaines du Jura au printemps. Ce soir-là, Jean la trouva assise près de la remise. Elle regardait le ciel, tenant fermement la lettre dans sa main. Il ne posa aucune question. Il s'assit simplement à côté d'elle. « Il n'a pas oublié, » murmura-t-elle. Jean hocha la tête. Il le savait. Il l'avait su depuis le premier jour, quand Benjamin était parti sans se retourner. Il le savait quand, la nuit, au lieu de dormir, il croyait entendre des pas dans la cour. Pas des vrais, mais ceux qu'il connaissait par cœur. Il le savait, même si maintenant Paris, les papiers et le silence les séparaient, que dans le cœur de Benjamin, la même flamme brûlait encore. Mais jusqu'à son retour, tout resterait en suspens. La moitié de la maison dans l'ombre, la moitié de la famille en attente, et chaque nuit, la même question silencieuse revenait. Reviendra-t-elle ? Personne ne la posait à voix haute, mais elle flottait dans l'air, s'infiltrait dans les murs, dans le plancher, dans le souffle même de Bellerive. Quand la lettre de Benjamin arriva, un changement s'opéra dans le cœur de Solène. Ce ne fut pas un pardon immédiat, ni un soulagement, ni un retour de la confiance, mais quelque chose avait commencé à bouger, comme la glace qui commence à céder au printemps. Elle se remit à respirer, pas profondément, pas calmement, mais elle respirait néanmoins. Ces 3 lignes devinrent pour elle la preuve que le pont entre eux n'était pas complètement détruit, mais en même temps, une anxiété s'éveilla en elle. Si Benjamin se souvenait encore, s'il le ressentait encore, pourquoi ce silence? Pourquoi ne revenait-il pas? Pourquoi ne se battait-il pas? Les réponses ne vinrent pas immédiatement. Le village poursuivait son cours, et malgré le tumulte intérieur, tout à l'extérieur semblait inchangé. Solène recommença à aider à la bibliothèque. Elle passait plus de temps avec Jean, qui, bien qu'il essaya de ne pas le montrer, s'affaiblissait. Il ne pouvait plus sortir sur le lac. Il avait du mal à respirer le matin. Il restait assis longtemps près de la fenêtre, enveloppé dans une couverture, comme s'il disait déjà adieu au monde. Un jour, Solène, alors qu'elle était à l'épicerie pour acheter de la farine et du sel, tomba sur la même femme qui lui avait précédemment parlé du reportage télévisé avec Benjamin. Cette fois, elle avait de nouvelles informations. Elle sortit un magazine de son sac et l'ouvrit à la bonne page. Parmi les photos sur papier glacé, il y en avait une de Benjamin en costume devant un grand bâtiment. La légende sous la photo disait « Le fils de l'homme d'affaires et ancienne personnalité politique Michel Dubois, Benjamin, a annoncé son intention de participer à une initiative pour la jeunesse à la mairie. La famille Dubois a officiellement confirmé avoir retrouvé ses enfants qui avaient été précédemment portés disparus. » Solène prit le magazine entre ses mains, ses doigts tremblants. Elle examina attentivement le visage de son frère. C'était lui, reconnaissable dans les moindres détails,
Mais il n'y avait plus cette lumière dans ses yeux. Il semblait regarder l'objectif de l'appareil photo, mais sans le voir, ni personne d'autre. Un visage fermé, tendu, comme figé dans un masque. Et alors elle comprit. Il n'était pas là de son plein gré, ou du moins, pas entièrement. Rentrée à la maison, elle s'assit à table et sortit la lettre. Elle la relut. Les mots résonnaient plus fort. Je ne sais plus qui je suis. Cette phrase sonnait maintenant comme un appel à l'aide. Elle ne pouvait plus rester assise à attendre. Elle devait savoir ce qui se passait. Elle devait découvrir la vérité, même si cela signifiait affronter ce qu'elle aurait préféré ignorer. Cette même nuit, elle s'assit devant le vieil ordinateur portable de son grand-père, connecta le modem et commença son enquête. Le nom de son frère, son nouveau nom de famille, des photos, des articles. Dans chacun d'eux, il apparaissait non pas comme une personne, mais comme un objet, une incroyable histoire de retrouvailles familiales, un exemple pour tout le pays, un symbole d'une nouvelle génération. Nulle part Jean n'était mentionné. Nulle part il n'était mentionné comment il avait vécu pendant 10 à 8 ans, qui l'avait élevé, qui s'était occupé de lui la nuit quand il était malade. Tout avait été effacé comme si cela n'avait jamais eu d'importance. Mais dans l'un des articles, un détail attira son attention. Une phrase discrète dans une interview de Michel. « Nous nous sommes battus pendant des années pour garder le silence, pour préserver l'honneur de notre famille et son héritage. Maintenant que la situation cesse de stabiliser, nous pouvons enfin montrer que nous avons toujours été une famille. » Solène lut cette phrase 3 fois. « Battus pour garder le silence. » C'était la confirmation que tout cela n'était pas un élan de conscience, mais une stratégie. Et alors tout prit sens. Benjamin n'était pas là en tant que fils. Il était là en tant que symbole, en tant que justification, en tant que pièce dans un jeu politique. Pas d'amour, pas de remords, pas de désir sincère de reconstruire une famille, mais un coup bien placé au moment opportun. Le lendemain, elle prit un train régional pour Lyon, puis un bus pour Paris. Le voyage fut long et épuisant, mais sa volonté était plus forte que n'importe quelle distance. Elle n'avertit pas Jean. Elle savait qu'il ne l'aurait pas arrêté, mais qu'il se serait inquiété. Elle lui laissa un mot. « Je reviens. Je dois comprendre. » Paris l'accueillit avec son bruit, ses lumières, ses étrangers. Elle eut l'impression d'entrer dans un autre monde. Trouver l'adresse de Michel ne fut pas difficile. Les médias avaient tout décrit. Une grande maison dans un quartier sécurisé. Portail, caméra, garde. Elle se tint devant, ne sachant que faire. S'approcher, frapper, crier, mais elle n'en eut pas besoin. Une demi-heure plus tard, Benjamin sortit, un manteau sur le dos et une valise à la main. Leurs regards se croisèrent. Il s'arrêta et marcha lentement vers elle, comme s'il n'y croyait pas. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il presque dans un murmure. « Je t'ai trouvé, dit-elle. Je t'ai trouvé et j'ai vu que tu n'étais pas libre, qu'il t'utilisait. » Benjamin baissa la tête et ses épaules s'affaissèrent. « Je pensais que je pourrais être utile, qu'ils avaient besoin de moi ici, mais en réalité, je n'étais qu'une rouage dans leur plan. Tu n'es ni un objet, ni un symbole. Tu es mon frère, et ce n'est pas à eux que tu es utile, mais à nous, là-bas, avec papy. » Des larmes montèrent à ses yeux. Il hocha la tête. « Je voulais écrire, mais j'avais peur d'avoir trahi trop profondément qu'il n'y ait pas de retour possible. »« Il y en a un ? Tant que nous nous souviendrons de qui nous sommes, il y aura un chemin, » dit Solène. Et cette nuit-là, ils s'assirent sur un banc près d'une station de métro. Les voitures passaient et des gens pressés les frôlaient. Mais eux deux âmes de Bellerive, avaient tout perdu, sauf l'un l'autre, et la vérité qu'ils avaient si longtemps cherchée. Elle s'avéra être assez simple. Elle n'était pas dans les papiers, ni dans les noms, ni dans les mots, mais dans les décisions, dans ceux qui se tenaient à vos côtés quand cela comptait vraiment. À Paris, tout semblait étrange. Même quand Benjamin est arrivé, il pensait qu'avec le temps, il s'adapterait et trouverait sa place. Les premiers jours, il fut accueilli avec des sourires, de l'attention, de nouveaux vêtements et de la bonne nourriture. Michel lui montra les bureaux, lui parla de ses contacts et de ses perspectives, et lui parla de politique, d'opportunités et d'un avenir désormais à sa portée. Elisabeth l'amena faire les magasins, l'inscrivit à des cours
et organisa des rencontres avec des personnes influentes. Tout le monde disait la même chose. Il est l'héritier. Il fait partie de l'élite. Il est une fierté qu'il faut cultiver et exposer. Mais chaque jour, tout devenait plus collant, plus lourd, plus faux. Derrière les sourires, il sentait les ordres, les calculs, la stratégie. On lui apprenait à parler correctement, à se tenir droit et à se comporter avec noblesse. Mais la nuit, il restait dans sa chambre, pas chaleureuse, mais stérile comme une chambre d'hôtel, incapable de dormir. Rien ne sonnait juste. Trop propre, trop calme, trop étranger, il essaya de comprendre Michel. Il l'écouta parler de la peur du passé, de ces années où tout ne tenait qu'à un fil. Benjamin voulait y croire, mais chaque fois qu'il pensait à Bellerive, à son grand-père, à Solène, à cette maison aux volets fatigués et à l'odeur de poisson, tout en lui se rebellait, car là-bas c'était plus pauvre, plus froid, plus simple, mais c'était vivant. Ici, tout était beau mais mort. Il le sentit plus que jamais cette nuit-là où, par hasard, il surprit une conversation entre Michel et Élisabeth. Il marchait dans le couloir pour prendre un livre dans le bureau quand il s'arrêta devant une porte légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, les voix étaient basses mais claires. « Il doit rester visible encore 2 mois, disait Élisabeth. Cela renforce l'image, les valeurs familiales, la réunification, la continuité en vue des prochaines élections. C'est parfaitement efficace. » « Et après » demanda Michel. « Après, eh bien, nous l'enverrons étudier à l'étranger. L'essentiel est qu'il n'ait aucune envie de retourner là-bas. Dans cette maison, il n'y a pas de conditions, pas de relations utiles. Nous devons l'isoler complètement de son passé. » Benjamin se figea. Il resta là, pétrifié, incapable de croire ce qu'il entendait. Chaque mot le frappait comme une gifle. Il n'était qu'un outil, un élément d'une image, quelque chose à isoler. Il ne l'acceptait pas. Parfois, la vérité ne vous libère pas. Elle n'apporte que plus de douleur. Tout le château d'espoir et de promesses d'un avenir radieux s'effondra en un instant. Benjamin comprit alors qu'il n'était pas un fils retrouvé, mais un pion dans un jeu bien plus vaste. La question était maintenant de savoir s'il aurait le courage de renverser l'échiquier. Il l'utilisait. Il retourna dans sa chambre, s'allongea tout habillé, les yeux ouverts toute la nuit. Le matin, au lieu de se rendre à la réunion prévue avec le maire, il partit. Il partit simplement, sans adieu, sans rien dire. Il ne prit que son passeport, un peu d'argent et une vieille photo d'eux 3, lui, Solène et Jean, autour d'un feu de camp, tenant un poisson grillé, leurs visages couverts de suie. Le voyage du retour fut difficile. Il se sentait comme un fugitif, non pas de la loi, mais du mensonge. Il n'avait pas peur du froid, ni de la route. Sa seule peur était ce qui se passerait à son retour. Solène l'accepterait-elle? Jean tiendrait-il le coup? Ou avait-il déjà perdu pour toujours ce qu'il appelait sa maison? Quand il arriva enfin à Bellerive, il faisait déjà nuit, la neige tombait à gros flocons. Il suivit le chemin qui menait à la maison, le cœur battant de plus en plus vite. La maison était toujours là, une lumière à la fenêtre, le toit sous la neige, tout était douloureusement familier. Il frappa une fois, puis une autre. C'est Solène qui ouvrit la porte. Ils ne dirent rien, se regardèrent simplement. Les yeux de Solène se remplirent de larmes, mais elle ne pleura pas. Elle s'écarta. Il entra et prit une profonde inspiration. Tout était comme avant. L'odeur du poisson, du bois du poêle. Jean était assis, fatigué. Il ne se leva pas, regarda simplement. Benjamin s'approcha, tomba à genoux devant lui, ne sachant que dire. Alors le vieil homme posa une main sur sa tête. « Tu es à la maison, dit-il. » Juste 3 mots simples, mesdames et messieurs. « Tu es à la maison. » Mais ils contiennent une vie de pardon. Ces mots effacèrent toutes les erreurs, la douleur et la peur. La tempête est enfin passée. Mais cette paix durera-t-elle vraiment? Voyons ce qui se passera ensuite pour cette petite mais résiliente famille. Ces 3 mots effacèrent toute la douleur, la culpabilité et la peur. Solène vint s'asseoir à côté de lui, posant sa main sur la sienne. Ils restèrent tous les 3 dans un silence qui contenait plus de pardon que 1000 mots ne pourraient en offrir. Dehors, le lac Léman grondait,
Mais à l'intérieur de la petite maison, la tempête était enfin passée. Ils ne reçurent plus de lettres, plus de menaces. À Paris, une histoire sans son symbole principal perd rapidement de sa valeur. L'absence de Benjamin avait rendu leur jeu politique impuissant, et Michel et Élisabeth disparurent de leur vie aussi vite qu'ils y étaient apparus. La famille était de nouveau au complet, prête à affronter ensemble tout ce qui viendrait. À partir du moment où Benjamin franchit le seuil de la maison sur les rives du lac Léman, le temps sembla ralentir. Il passait de pièce en pièce, touchant les objets comme s'il les voyait pour la première fois. Tout lui était familier. Chaque fissure dans le plancher, chaque clou dans le mur, chaque pli de la vieille couverture de Jean. Mais à l'intérieur de lui, tout avait changé. Il était revenu, changé, non pas en apparence, mais en essence. Il n'était plus seulement un garçon qui avait quitté la maison, mais un jeune homme qui avait découvert ce que signifiait la perte et à quel point la vérité pouvait être coûteuse. Jean ne lui posa aucune question. Il était simplement là. Le matin, il préparait le porridge, mettait sur la table le poisson apporté par les voisins, chauffait le poêle et restait silencieux. Parfois, il hochait simplement la tête, comme pour confirmer que tout se passait comme prévu. Il voyait rarement Solène, bien qu'ils vivent sous le même toit. Elle évitait les conversations, se réfugiant dans le silence, mais Benjamin sentait que ce silence n'était pas hostile, mais plutôt une forme de protection. Elle avait besoin de temps, tout comme lui, pour réapprendre à respirer au même rythme. Quelques jours passèrent dans une sorte de demi-rêve. Benjamin sortait au bord du lac, s'asseyait longtemps et regardait au loin, là où l'eau rencontrait l'horizon. Il cherchait une réponse, non pas à la question de savoir pourquoi cela était arrivé, mais pour savoir quoi faire maintenant. Il savait que son départ n'était pas passé inaperçu à Paris. L'alerte avait déjà été donnée. Il avait éteint son téléphone, laissé tous ses papiers, mais il finirait par le retrouver. Les hommes de Michel ne laisseraient aucune piste non suivie, et tôt ou tard, quelqu'un frapperait à la porte avec les mêmes exigences, les mêmes mots. Mais Benjamin n'avait plus peur. Il savait que ce n'était pas une fuite, mais un retour. Pas une fuite du monde, mais un retour à lui-même. Près de 6 mois s'étaient écoulés depuis le départ de Benjamin. Au village, personne ne savait où il était, sauf Solène et Jean. Il gardait le secret comme on protège une dernière flamme dans l'âtre par une nuit glaciale. Plus de papier, plus d'appels de Michel ou d'Élisabeth. Leur intérêt s'était éteint aussi vite qu'il était né. Sans Benjamin devant les caméras, sans un symbole à manipuler, ils avaient perdu leur influence. Peut-être avaient-ils trouvé un autre candidat. Peut-être étaient-ils simplement retournés à leur vieille combine. Mais pour Bellerive, cela n'avait plus d'importance. La vie à Bellerive continuait comme d'habitude. Le calme et la tranquillité typiques de ces lieux étaient revenus. Les pêcheurs retournaient à l'eau, les femmes séchaient leur linge près des poêles et les enfants couraient le long des sentiers gelés. Chez Jean, tout semblait pareil, mais l'air avait acquis une densité différente, moins chargée d'anxiété que pendant les mois d'attente, mais pas encore imprégnée de la joie du passé. On attendait encore, mais sans peur. On attendait patiemment comme on attend le printemps après un long hiver, sachant qu'il viendra, même s'il ne suit pas le calendrier prévu. Solène avait changé. Ce n'était pas une transformation soudaine, mais chaque jour, elle devenait plus posée, plus profonde. Maintenant, elle parlait moins, mais chaque mot comptait. Elle continuait à aider à la bibliothèque, écrivait des articles pour le journal local et dirigeait même un atelier de travaux manuels pour les filles. Les gens avaient commencé à la respecter comme on respecte les aînés, non pas pour son âge, mais pour sa sagesse. On ne l'appelait plus simplement la petite fille de Jean, on l'appelait par son prénom, avec respect. Elle partageait ses inquiétudes avec Jean. Il s'affaiblissait de plus en plus. C'était visible. Il ne pouvait plus soulever seul un seau d'eau ou sortir sans aide. Mais une lumière intérieure demeurait en lui. La même lumière qui avait maintenu cette maison et ces gens debout, même quand tout s'effondrait autour d'eux. Ils s'asseyaient souvent ensemble, lisant de vieux livres ou regardant simplement par la fenêtre. Parfois, Jean racontait des histoires, pas des histoires inventées, mais les siennes. Son service dans le Nord. La femme qu'il ne pourrait jamais oublier. Ses rêves d'enfance de devenir garde forestier.
Solène l'écoutait et prenait des notes dans ses carnets. Les phrases s'accumulaient, non pas pour un livre ou un article, juste pour les avoir présentes, pour ne pas les oublier. Chaque soir, ils allaient au bord du lac, même quand cela devenait difficile. Solène prenait le bras de son grand-père, l'enveloppait dans 2 écharpes et l'accompagnait jusqu'à l'eau. Là, il restait silencieux. Le lac Léman parlait de lui-même. Il craquait, soupirait, se couvrait de glace, se fissurait, et tout cela formait une musique qu'il comprenait. Un jour, Jean dit « Sais-tu pourquoi je ne vous ai pas laissé cette nuit-là » Solène le regarda, surprise. Il mentionnait rarement leur arrivée. « Pourquoi? Tu avais peur ?» Il secoua la tête. « Parce que cette nuit-là, quand je vous ai trouvé, j'étais au bord du gouffre. J'avais décidé de partir pour de bon. La vie s'était arrêtée. Ma femme était partie. Mon fils était mort. J'étais vide. Et puis vous étiez là, 2 petits paquets de vie. Un signe, un défi. Ce n'est pas moi qui vous ai sauvé. C'est vous qui m'avez sauvé. » Solène baissa la tête, ses doigts se crispant sur le bord du banc. « Tu as été tout pour nous, papy. Et vous, mon dernier sens à la vie. » Ils restèrent là longtemps jusqu'au crépuscule, puis ils rentrèrent. Jean s'endormit dans le fauteuil près du poêle, et Solène ne le réveilla pas. Elle le couvrit d'une couverture et s'assit à côté de lui. Cette même nuit, on frappa doucement à la porte, un son léger, à peine perceptible. Solène ouvrit. C'était Benjamin, fatigué, barbu, mais vivant. Il tenait un sac dans ses mains, essayant de sourire, mais ses lèvres tremblaient. Elle le serra dans ses bras en silence, longtemps, sans un mot. Le matin, Jean ouvrit les yeux et vit Benjamin dans la cuisine en train de préparer le thé. Il ne fut pas surpris. Il dit simplement « Je le savais. »« Je suis à la maison, papy, » répondit Benjamin. Ils ne parlèrent pas de l'endroit où il avait été, ni de ce qu'il avait fait. Cela n'avait plus d'importance. Le plus important était qu'il était là. Il était revenu. Et à partir de ce moment, un nouveau chapitre commença. Benjamin se mit à travailler au village. Au début, il aidait les gens pour des réparations, puis il trouva un emploi à l'atelier. Il était respecté non pas comme celui de Paris, mais comme un homme bon, travailleur et honnête. Les gens s'attachèrent à lui et ne le virent plus comme un symbole. Il était devenu un homme parmi les siens. Quelques semaines après son retour, ils allèrent tous les 3 au bord du lac. La neige fondait et l'air sentait déjà le printemps. Jean regarda vers le lac Léman, puis ses petits-enfants. « Je peux partir en paix ?» dit-il doucement. « Maintenant vous savez qui vous êtes et qui je suis. » Benjamin prit sa main, Solène l'autre. « Tu es notre maison, » dit-elle. Et à ce moment, tout devint clair. Le sang n'est pas tout. Ce qui compte, c'est le choix. Celui qui te tient quand tu tombes, celui qui t'attend quand tu es silencieux, celui qui croit en toi quand tu ne crois plus en toi-même. Et les liens faits d'amour ne sont pas brisés par le temps, ni la distance, ni les fautes. Le temps ne pardonne pas la faiblesse, mais il accorde la compréhension. Les mois passèrent. Benjamin et Solène ne vivaient plus seulement dans la maison de Jean. Ils la protégeaient comme un sanctuaire. Benjamin répara le toit, remplaça les planches pourries de la grange et peignit les volets. Solène transforma l'une des pièces en une mini-bibliothèque. Les enfants commencèrent à venir pour lire et écouter ces histoires sur le lac Léman, sur le pêcheur qui avait sauvé 2 bébés. Mais surtout, la maison résonnait de nouveau de rires, parfois timides, parfois éclatants. Il y avait de la vie dans ces rires, et Jean lui-même, bien qu'il ne se levât presque plus, le sentait profondément. Il ne sortait plus. La respiration lui devenait difficile, et ses mains tremblaient même en tenant une cuillère. Mais il ne se plaignait jamais. Il était toujours calme, toujours digne. Il parlait peu, mais chaque mot devenait un ancrage dans la conscience de ses petits-enfants. Il n'enseignait pas avec ses mots, mais avec sa façon de vivre, et ils apprenaient. Chaque matin, Solène venait vers lui, le coiffait, lui apportait son petit déjeuner et lui faisait la lecture à voix haute. Parfois de vieilles histoires de pêche, parfois juste des articles de journaux.
Il écoutait, souriait et fermait les yeux. Il ne dormait presque plus la nuit, mais il ne se plaignait pas de la fatigue. Le soir, Benjamin jouait de la vieille guitare qu'il avait trouvée dans le grenier. Ils s'asseyaient tous les trois près du poêle, comme dans leur enfance. Mais le corps de Jean était fatigué. Il devenait de plus en plus renfermé, fixant un seul point pendant un long moment, comme s'il se souvenait de quelque chose. Un jour, il appela Benjamin et lui donna une petite boîte en bois. « Quand je serai parti, dit-il, tu l'ouvriras. » En les regardant assis là, côte à côte, je savais que mon voyage touchait à sa fin. Les gens passent leur vie à chercher des trésors, à construire des héritages. Mon héritage n'est pas de l'or ou des maisons. Mon héritage, c'est le choix qu'ils porteront dans leur cœur. Longtemps après que je ne serai plus qu'une histoire au bord du lac Léman. Benjamin voulut protester, dire que ce n'était pas le moment, que c'était trop tôt. Mais son grand-père hocha simplement la tête. Ses yeux étaient clairs, sans peur ni tristesse, seulement la paix. Quelques jours plus tard, il ne se réveilla plus. Il partit doucement, sans douleur, dans son sommeil, comme celui qui a terminé son voyage. La maison ne fut pas remplie de larmes ou de cris hystériques, seulement d'un silence profond et vrai. Solène et Benjamin restèrent longtemps près de son lit. Puis ils lavèrent son corps, munirent la vieille chemise qu'ils gardaient pour les jours de fête, et le placèrent dans le cercueil que Benjamin avait fabriqué l'hiver précédent, quand il avait compris que son grand-père ne tiendrait pas beaucoup plus longtemps. Les funérailles furent modestes. Tout le village était venu accompagner Jean. Les anciens restaient silencieux. Les jeunes se tenaient la main. Les enfants ne comprenaient pas pourquoi les adultes parlaient à voix basse. On parla peu de lui. Beaucoup avait déjà été dit par les regards et les actes. C'était quelqu'un sane, respecté sans avoir besoin d'explication. Il fut enterré sur la rive même du lac Léman. Le sol était dur, mais Benjamin creusa. Il voulait être celui qui le laisserait, là où son grand-père s'était toujours senti chez lui. Après les funérailles, la maison resta longtemps silencieuse. Même le vent semblait passer sans s'arrêter. Cette nuit-là, Benjamin ne dormit pas. Il s'assit à la table, plaça la boîte devant lui et l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une lettre enroulée, comme on enroulait les journaux pour faire un feu quand il était enfant. Il la déroula et reconnut l'écriture. « Benjamin, Solène, vous savez, je ne pensais pas atteindre la vieillesse. Je pensais que je partirais comme mes proches, vite, soudainement. Mais Dieu vous a donné à moi. Vous n'étiez pas un hasard, vous étiez une réponse. Quand je vous ai trouvé dans la barque, je n'ai pas posé de questions. J'ai juste compris que maintenant il y avait une raison de vivre. Je ne savais pas comment vous élever. Je n'avais pas de livre de formation, seulement mes mains, mon cœur et le lac Léman. J'ai fait ce que j'ai pu. Pas toujours juste, pas toujours doux, mais toujours avec amour. Je vous ai regardé grandir, devenir vous-même, différents l'un de l'autre, différents de moi, mais vrai. Quand Benjamin est parti, je savais qu'il reviendrait, non pas parce que le village était meilleur que la ville, mais parce que la famille n'est pas un lieu, c'est un choix. Vous m'avez choisi et je vous ai choisi, et c'est ma plus grande réussite. Et ceci, mes amis, est le plus grand héritage qu'une personne puisse laisser. Pas de l'argent, pas des maisons, mais une leçon vivante sur le choix. Jean n'a pas seulement sauvé 2 enfants, il a prouvé qu'un amour choisi avec l'âme est plus fort que n'importe quel lien du sang. Son histoire est terminée, mais sa leçon vit pour toujours. Et peut être qu'elle pose aussi une question à chacun de nous. Quel est l'héritage que vous voulez laisser derrière vous? Prenez soin l'un de l'autre. Ne laissez pas le monde détruire ce qui n'a pas été construit avec le sang, mais avec l'âme, votre grand-père. Benjamin lut la lettre à voix haute. Solène écoutait, les larmes aux yeux. Ils restèrent là, côte à côte, sans un mot, et dans leur silence, il y avait de la force. L'année suivante, la maison en bois au bord du lac n'était plus une demeure de solitude, mais était devenue un phare d'espoir. Elle accueillait non seulement les villageois, mais étendait aussi ses bras aux âmes perdues, aux jeunes cœurs et aux voyageurs en quête de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Solène avait transformé un coin d'une pièce en un musée de la mémoire, non pas pour exposer des objets inanimés, mais pour raconter une histoire, l'histoire d'un homme qui a choisi la lumière quand l'obscurité l'entourait.
Mais le plus grand héritage de Jean ne se trouvait pas dans les filets de pêche, les vieilles photographies, ni même dans le mémorial en forme d'encre sur la jetée. Son héritage était un choix vivant, une leçon immortelle gravée dans l'âme même de Benjamin, de Solène et de tous ceux qui ont entendu cette histoire. C'était la leçon qu'au milieu des tempêtes de la vie, quand toutes les voix crient « abandonne », il y a un autre choix, un murmure du cœur. Continue. Quand le monde nous pousse à nous abandonner à la perte et au désespoir, l'héritage de Jean nous rappelle qu'avancer, ne serait-ce que d'un petit pas, est un acte d'un courage extraordinaire. Il n'a pas seulement sauvé 2 enfants de la tempête de l'océan, il a utilisé l'amour pour se sauver de la tempête dans son propre cœur, et ce faisant, il a allumé un feu qui a réchauffé le monde entier. On pourrait se demander, à la fin, quelle grande chose un simple vieux pécheur a-t-il vraiment accompli? La réponse est si simple qu'elle en est profonde. Il a aimé inconditionnellement, et cela a tout changé. Cela n'a pas seulement changé la vie de 2 enfants, cela a changé toute une communauté. Et peut-être que cela peut vous changer aussi, parce qu'en chacun de nous, il y a un Jean avec la capacité de choisir l'amour plutôt que la peur, la connexion plutôt que la solitude. Si cette histoire a touché votre cœur et a fait naître une conviction en vous, s'il vous plaît, rejoignez-nous pour répandre cette inspiration. Aimez la vidéo pour encourager d'autres histoires de bonté. Commentez avec l'héritage que vous souhaitez laisser derrière vous. Partagez cette histoire avec ceux qui, selon vous, ont besoin de l'entendre. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains voyages significatifs. Merci de votre écoute.